Afrika nanga oya bato a cheveux crepus, bato a mayele bosimbani babige, oya bilanga bozimbani bakongo, simbani maboko mungu naleka te o Afrika, maloba te mosala nde mwindo ya ngolo Afrika mobali ya mbinga o Afrika, hatonda mosolo Afrika. Okay, good morning. Actually, it's good afternoon now. Thank you all. My name is Constant Kabwasa. I want to thank you all very much for taking your time out of your Sunday to come meet with us. I know that you guys could have been doing other things, but I really appreciate it. Like I stated before, just housekeeping items. You could feel free to speak in any language that you like. I'm going to speak in English because my passion for the Congo and for Africa is strong, and the only way I can really express it is if I do it in English. Before I get started, we have some distinguished guests here. I just wanted to tell you a little bit of the group that put this together. Myself, Constant Kabwasa, my friend Oban, where you Oban? Tony Monongo, and Eddie Shabani. We all met, well, they've known each other for a while, but we all collectively got together about a year ago. We all have an affinity for the continent of Africa, and especially the Congo. So with that said, like I said before, we have some very distinguished guests, several distinguished guests. I want to first start with the YALI members, the Young African Leadership Initiative members of our own Democratic Republic of Congo. I would like to introduce the Congolese YALI members. Please, gentlemen from YALI, please stand up. My name is Abba. I'm from Congo, DRC, originally from Bukavu. I'm a civic leader and 2015 Mandela Washington Fellow. Back home, I do work with women and youth in Bukavu. I coordinate a project called Presence that aims to empower women and youth through agriculture, education, and technology. I also have a full-time job in Uganda at the International University of East Africa, where I work as Assistant Dean of Faculty of Science and Technology. Je suis Jean-Félix Mwema Ngandou. Je suis du Katanga. Bon, aujourd'hui, on parlerait de la province du Yolomani. Mais je suis basé à Kinshasa depuis 2014, l'année dernière, où je travaille avec NDI, le National Democratic Institute, comme consultant et formateur dans un projet avec les ligues des jeunes des partis politiques. C'est 6 partis politiques, dont 3 de la majorité et 3 de l'opposition. Joaquin Zuzi. I am the CEO and co-founder of a company which is called Africa Rising Consulting. And Africa being, the DRC being one of the fastest growing economies in the world, my company Africa Rising Consulting, what we do is we identify and promote commercial opportunities in the DRC so that we can attract more investments in the DRC. Je suis Orphée Tamba, je suis basé à Kinshasa, je suis médecin de formation. Je travaille dans le domaine de la santé publique avec une ONG américaine qui s'appelle Elizabeth Glaser, qui lutte contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Je travaille dans le domaine du suivi et évaluation. Je suis aussi très engagé dans la communauté avec les jeunes, principalement les jeunes universitaires. C'est le milieu dans lequel j'ai grandi, à l'université de Kinshasa, et j'ai travaillé comme coordonnateur de la ville de Kinshasa, des jeunes de toute la jeunesse protestante pendant 3 ans. Je me dis Kielo, je viens de Lubumbashi au Katanga, au Katanga, ce qui s'est passé récemment. Concernant mon parcours académique, je suis ingénieur informaticien et actuellement je suis le directeur général d'une agence de communication qui est basée à Lubumbashi, qui s'appelle Move. Nous sommes plus spécialisés dans le marketing digital. On fait partie d'un grand groupe qui est basé en France et nous sommes une succursale. C'est moi qui ai lancé ça à Lubumbashi au début de cette année, au mois de février. Good afternoon, everybody. My name is
Christian Ngalula Matamba. I'm from Kasai Oriental. Professionally speaking, I'm a teacher. I teach English. About 7 years ago, I stopped. I've been teaching in school, but I launched a learning platform, which is Great Vision Center. It specializes in training young people and business people in English and computing. My name is Eric Sika. I'm the co-founder and CEO of 2030 Agripreneurs Incorporated and the coordinator of the IIT Kalambo Youth Agripreneurs. Our fight is on youth unemployment in the Congo, as the youth unemployment has reached the highest level. Naloba na Lingala? Oh, sorry. I'm not that good in Lingala, sorry for that. Mais je vais parler en français quand même. Je suis Arsène Tungali, je suis de Goma, je viens fraîchement de Goma. Et je suis heureux d'être là cet après-midi. J'ai travaillé dans le domaine de l'humanitaire depuis près de 4 ans, au niveau des organisations locales, au niveau des organisations nationales et des organisations internationales. Et je viens de finir avec les Nations Unies. J'ai dû démissionner mon poste récemment pour participer à ce programme ici parce que je le considère comme un programme important pour m'aider dans les ambitions que j'ai pour mon pays. En fait, actuellement, je gère une ONG locale à Goma depuis 2011 où je suis cofondateur et directeur exécutif. Ça s'appelle Rudi International. Nous sensibilisons la diaspora africaine à revenir sur le continent et à participer au développement de ce continent. Bon après-midi tout le monde. Merci encore d'avoir répondu nombreux à cette invitation et je remercie aussi le groupe de Yali d'avoir été assez généreux avec leur temps pour venir passer un peu de temps avec nous. Mais aujourd'hui nous avons en fait une grande après-midi parce que nous n'avons pas juste le groupe de Yali qui est ici avec nous, nous avons aussi un autre illustre invité qui a accepté de venir et de passer un peu de temps. Vu que le thème aujourd'hui est un thème qui est basé sur le leadership, on s'est dit que quelque part, il fallait que l'on amène les plus gros calibres qui pourraient en fait nous édifier et compléter, si vous voulez, la conversation que l'on a commencé ici sur le leadership. Et la personne qu'on m'a donné la lourde tâche de présenter ce soir, c'est nulle personne d'autre que le professeur Mbuyamu Matungulu. Est-ce que vous pouvez applaudir pour lui? C'est une lourde tâche parce que je me dis que quelque part, même si j'ai été ici depuis presque 20 ans, en regardant derrière nos épaules, nous avons ici quelqu'un qui nous a précédés dans l'aventure américaine, celle qui est basée sur l'éducation et le partage de l'information. Et il y a certains points sur son résumé que je voudrais relever avant qu'on lui passe la parole. Il est né en 1955 à Lubembo. Et c'est au Bandundu, oui, tout à fait. Effectivement. Et le professeur est venu ici aux États-Unis et en 1986, il a obtenu un doctorat en économie de Fletcher School de Tufts University qui se trouve dans la région de Boston. Alors, de 1986 à 1992, comme rares personnes le font, il est rentré et il a donné cours. Donc, il a mis toute son expérience pour pouvoir donner cours à l'université de Kinshasa. Et pendant cette période, qui s'étend de 6 ans si mes calculs sont bons, il a aussi contribué dans divers départements du gouvernement, notamment à la Banque centrale. C'est en 1992 que le professeur va joindre le Fonds monétaire international comme économiste. Et de là, c'est une carrière illustre aussi qui commence dans le Fonds monétaire international où il part d'économiste à devenir économiste senior. Et vers 1998, il est nommé représentant du Fonds monétaire international au Cameroun. Alors, n'étant pas lassé de tous ces accomplissements, le professeur a répondu à une invitation de rejoindre le gouvernement en 2001. Jusqu'en 2003 où il a servi comme ministre des Finances. Et cette partie de sa carrière a été très illustre pour certaines personnes qui sont attentives. Vous pouvez savoir que le professeur et ses actions ont permis de pouvoir remettre ou de renouer les relations entre le Congo et le Fonds monétaire international. Et a eu un impact sur l'économie qui se ressent jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a des mesures qui ont été prises à cette période là-bas sous son leadership qui jusqu'aujourd'hui se font ressentir. On m'a incidemment dit que beaucoup de personnes qui se font
qui sont bien cotés sur le travail qu'il fait aujourd'hui sont passés par son ministère comme conseiller. Et donc, c'est non seulement les étudiants qu'il a eu à encadrer, mais même les personnes qui ont travaillé avec lui, qui semblent avoir pris une certaine éthique de travail qui produit encore des résultats jusqu'aujourd'hui. Alors, de 2003, il y a un événement que je n'ai pas ici, mais qui est important à noter, c'est que le professeur a démissionné. Il pourra peut-être nous expliquer exactement pourquoi. Mais c'est très rare de voir des personnalités qui sont au sommet, si vous voulez, de leur accomplissement, ou en tout cas, au lieu de prendre le bénéfice ou l'opportunité de jouir des bénéfices de leur travail, décident de quitter. Et le professeur nous en dira plus sur ça. Mais il est important de noter qu'il a démissionné et il est revenu dans sa carrière avec le Fonds monétaire international en 2003, qui va l'emmener jusqu'en 2014, où il a des différentes actions et des responsabilités qu'il a prises dans les Caraïbes. Et le professeur nous en dira plus, évidemment, comme il aura le temps d'en parler lui-même. Alors aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne dans cette salle que le professeur a décidé de se lancer, si vous voulez, dans les discours politiques qui concernent les élections présidentielles. Il a pris une retraite anticipée de son poste du Fonds monétaire international. Comme ça, il peut se consacrer à 100% sur cette question. Et bien sûr, le professeur nous en dira encore plus. Sans plus tarder, je voudrais vous présenter ici le professeur Mbuyamou Matungulu. Et s'il vous plaît, levez-vous pour lui donner un grand applaudissement. Congo na biso. Congo na biso. Congo na betu. Congo yetu. Congo wetu. Congo na betu. Congo yetu. Congo na biso, le parti pour un Congo meilleur. Eric Abari. Et je dirais à Christian Maloukai. Voilà, je voulais remercier évidemment très très sincèrement Eddy et les amis qui me donnent aujourd'hui l'occasion de me retrouver en face ou dans une salle de classe, un tout petit peu comme en position de professeur encore. Je le ressens avec énormément d'émotion parce que ça fait très très longtemps que je ne m'étais pas retrouvé dans cette situation. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai été professeur à la faculté des sciences économiques de 86 à 92 quand j'ai rejoint le staff du Fonds monétaire international. Depuis, j'ai eu l'occasion de passer de temps en temps dans certaines salles facultaires, mais je ne me rappelle vraiment pas de la dernière fois que je l'avais fait. Et donc, c'est avec énormément d'émotion que je me retrouve dans cette salle, dans cette ambiance un peu universitaire, qui était la mienne pendant 6 années, entre 86 et 92. Laissez-moi, après avoir remercié les amis qui ont rendu possible ce moment, remercier ceux de Yali qui sont avec nous cet après-midi, qui ont accepté, je le sais, à la demande du groupe de Eddy, mais également à la mienne, pour pouvoir être des nôtres. Moi, je voulais proposer, après tout ce que nous avons fait, que essentiellement nous puissions nous focaliser sur 3 petits points. Le premier point, je voulais vous donner un message d'espoir. C'est un message qui rejoint absolument ce que j'ai entendu les uns et les autres dire tout à l'heure avant moi. Et j'expliquerai pourquoi ce message d'espoir en ce qui concerne la République démocratique du Congo.
Et puis, si nous avons un peu de temps, j'avais voulu que, au moins, en ce qui concerne nos amis de Yali, que vous puissiez nous dire un tout petit peu comment vous voyez la situation actuelle dans notre pays, comment vous voyez les perspectives et comment vous entendez vous-même participer à l'effort de changement qui doit absolument, je pense, avoir lieu dans notre pays. On pourrait se limiter à une ou deux interventions. Et puis finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis ici, je considère, pour l'essentiel, pour pouvoir répondre à des questions éventuelles que vous pourriez avoir sur ce que je vais dire tout à l'heure. Je commencerai par le message d'espoir, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la situation qui prévaut dans notre pays, je crois que très facilement, on peut être gagné par le désespoir. C'est dire, comme je l'ai entendu à certains endroits, il n'y a vraiment plus d'espoir, il n'y a rien que nous puissions être à mesure de faire. Le pays est en train de s'engouffrer dans sa propre autodestruction et il n'y a absolument rien que nous puissions être à mesure de faire. Moi, je ne pense pas que cela puisse être l'attitude que nous devions adopter en tant que Congolais face à la situation difficile, il faut le reconnaître, dans laquelle se trouve aujourd'hui notre pays. Et je le dis sur la base d'une expérience tout à fait personnelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, je suis arrivé de retour des études ici aux États-Unis. Je suis rentré au pays en 1986. Je passerai sous silence le fait que entre 86 et 92, j'ai effectivement travaillé chez nous à la Faculté des sciences économiques comme professeur, où j'ai eu le privilège d'avoir comme étudiants certains politiques au pays qui sont au plus haut niveau de la gestion gouvernementale. Mais ce n'est pas ce point-là que je voulais soulever. Je voulais soulever plutôt la deuxième expérience que j'ai eue de fonctionnaire, dans une certaine mesure, serviteur du pays, en tant que ministre de l'économie, finances et budget. Comme on l'a dit, lorsque le président Laurent Désiré Kabila a été assassiné, vous le savez, c'était en janvier 2001, j'étais au Cameroun, à Yaoundé, où je dirigeais le bureau du Fonds monétaire international. Suite à un heureux concours de circonstances, je pense une convergence de demandes de la part des nouvelles autorités et du Fonds monétaire international, je me suis retrouvé de retour au pays en tant que ministre de l'économie, finances et budget. Et à l'époque, quand nous sommes arrivés à Kinshasa, au plan économique, d'ailleurs comme au plan politique, vous savez, après le décès d'un président, ce sont des perturbations, des tensions très fortes sur le plan politique. Et au niveau économique, ce que nous avions, c'est une situation de désordre macroéconomique généralisé. Concrètement, on avait en ce moment-là un taux d'inflation qui était entre 500 et 600%. Et l'économie nationale avait connu une forte contraction pendant très très longtemps avant notre arrivée. Ce que l'on observait, c'est quoi? Lorsque vous êtes dans une situation d'hyperinflation, littéralement, le matin, vous avez un prix donné pour votre poulet. Si vous repartez le soir au marché, ce sera le même prix multiplié par quelque chose. Au niveau de l'approvisionnement, des approvisionnements du pays, par exemple en produits pétroliers, on pouvait rester dans une station de service pendant 2 semaines, littéralement, sans pouvoir être à mesure de trouver la moindre goutte de carburant. Et évidemment, en ce qui concerne le taux de change, quand on se réveillait le matin, on avait un taux. À midi, c'était un tout autre taux de change et les soirs, évidemment, c'était un autre taux également. Alors, notre priorité, le mandat qui m'avait été confié au niveau du gouvernement à l'époque, tout au moins à très très court terme,
c'était de stabiliser ce cadre macroéconomique. En d'autres termes, stabiliser la valeur interne et externe de la monnaie nationale. Je suis arrivé, j'ai rencontré énormément de monde avant la prestation de serment, y compris un certain nombre de collègues spécialistes d'économie qui étaient encore à la faculté des sciences économiques. Et tout le monde me posait la question de savoir, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut réussir cette opération de stabilisation du cadre macroéconomique? Il y a très peu de gens qui y croyaient. Et je me rappelle que lorsque je suis allé prendre, après la prestation de serment, possession de mes bureaux en tant que ministre de l'économie, finances et budget, un de mes adjoints, qui était au gouvernement au même poste avant moi, m'a dit littéralement que c'était impossible de stabiliser le cadre macroéconomique dans notre pays. Et pourtant, au moment où je quittais le gouvernement, 2 années plus tard, les taux d'inflation étaient retombés en dessous de 10%, en glissement annuel. La monnaie nationale avait été stabilisée, le cadre macroéconomique stabilisé, et il y avait une certaine reprise de la croissance en ce moment-là, évidemment très modeste, mais on était passé d'une contraction de l'économie, c'est-à-dire des taux de change, plutôt des taux de croissance négatifs pendant plusieurs années, à une première croissance avec un taux qui était en ce moment-là seulement de 2%. Alors je dis que nous devons, malgré le contexte difficile qui est le nôtre, entrevoir les perspectives pour notre pays avec énormément d'optimisme, tout simplement parce que moi je peux dire que pendant cette période que j'ai passée au gouvernement en tant que responsable numéro 1, chargé de l'économie, finances et budget, nous n'avions fait rien de vraiment extraordinaire. On a simplement appliqué ce que j'avais appris à l'école en tant qu'étudiant, que j'ai ensuite appris à nos étudiants en tant que professeur et que je disais en tant que fonctionnaire du Fonds monétaire international à plusieurs responsables dans d'autres pays étrangers où je faisais mon travail. Donc voilà la première leçon qui est vraiment essentielle. Et je suis content que, pour l'essentiel, ce que j'ai suivi à travers vos interventions tout à l'heure, c'est un peu cet optimisme-là qui se dégage. Vous êtes convaincus qu'en faisant les choses comme il se doit, vous pouvez arriver à réaliser des résultats probants, des résultats positifs. Donc voilà le message d'espoir que j'avais pour vous. Et je suis content qu'après vos différentes interventions, je crois que je vais partir de cette petite séance tout à l'heure avec la satisfaction de vous avoir entendu dire la même chose avant même que moi-même je n'ai pris la parole. C'est très très important, d'autant plus en plus que ceux qui les disent, ce sont les jeunes, c'est-à-dire l'avenir de notre pays. Voilà le premier message. Il y a quand même aussi un deuxième message important que je tiens de mon passage au gouvernement. Et ce message est le suivant. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes en train de travailler à l'échelle de la nation, seul arriver à fondamentalement changer la donne. Vous devez être nombreux qui pensez la même chose, qui croyez qu'on doit faire les choses comme il se doit, qui devait être engagé et déterminé. J'ai travaillé en faisant de mon mieux pendant 2 années avec les résultats que nous connaissons, mais très rapidement, au bout des 2 années de participation à cet effort gouvernemental, je me suis rendu compte qu'il y avait des limites. Et à un moment donné, j'avais le choix entre soit continuer avec les autres, et je me serais probablement toujours retrouvé là-dedans au moment où nous sommes en train de parler, énormément riche, mais je crois sans avoir réussi à véritablement amener notre pays dans la direction de cette croissance partagée dont nous avons besoin pour que l'action du gouvernement puisse
bénéficier non seulement à ceux qui sont au gouvernement, mais aussi, et c'est ça je crois le plus important, aux plus petits, aux plus vulnérables de nos concitoyens. À partir du moment où je me suis rendu compte que je n'avais plus la possibilité d'agir de façon déterminée, avec potentiel d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre, eh bien, j'ai décidé de quitter. Je crois que ça répond un tout petit peu à la question qui avait été posée tout à l'heure. Et voilà, donc en 2003, contre toute attente, je crois qu'énormément de monde était surpris. On a appris que le professeur Matungulu venait de démissionner de son poste de ministre des Finances et Budget de la République démocratique du Congo. Je dois vous dire que je n'étais pas particulièrement satisfait de poser cet acte-là, mais d'un autre, parce que ma volonté, c'était quand même de travailler le plus longtemps possible à contribuer à faire avancer notre pays dans la bonne direction. Mais le choix étant entre rester et essentiellement, je peux le dire très clairement, verser dans la corruption ou partir peut-être pour que nous puissions être à mesure de nous ressaisir lors d'une deuxième opportunité plus propice, eh bien, moi, j'avais décidé de faire ce deuxième choix. Et voilà la raison pour laquelle, après être revenu ici au Fonds monétaire international, bon, j'étais resté évidemment toujours intéressé à ce qui se passait dans notre pays, que je suivais de très très près. Et vous avez suivi cette évolution, surtout pendant les 2 dernières années. Il y a eu ce gros débat, qui continue d'ailleurs encore malheureusement, sur l'éventualité de la modification de la Constitution en vue de casser la limitation de mandat, qui est une, je pense, des dispositions les plus importantes de la Constitution de notre pays. Et là encore, j'avais le choix entre continuer à rester ici, au Fonds monétaire international, où il me reste encore quelques années, ou me restait encore quelques années, parce que bon, je ne suis évidemment plus sur les listes du personnel du Fonds monétaire international, ou me jeter à l'eau, rentrer dans le débat, pouvoir travailler pour éventuellement contribuer à donner une nouvelle direction dans notre pays, à notre pays plutôt. Cela d'autant plus que bon, il y a des gens au niveau de l'opposition qui le faisaient, mais également au niveau de la société civile. Parce que je crois que quand il s'agit du devenir de la nation, ce n'est pas un problème qui ne peut concerner que les politiciens. C'est un problème qui nous concerne tous. Ceux qui sont en politique ont choisi de pouvoir évidemment confronter ce problème en politicien. Mais il y en a d'autres au niveau de la société civile qui sont également en train de faire la même chose. Moi, je pensais que je ne pouvais pas rester encore au Fonds monétaire alors que ces débats étaient en train d'avoir lieu. On m'a posé la question de savoir si je voulais me présenter à cette élection présidentielle en indépendant ou comme responsable d'un parti politique. C'était une question évidemment fondamentale. L'une ou l'autre des deux options a des avantages et des inconvénients. Après analyse de la situation, j'ai décidé de essentiellement me présenter dans le cadre d'une formation politique que nous appelons Congo Nabiso, Congo Yetu, Congo Wetu et Congo Nabetu. Donc voilà un peu. Congo Nabiso. Congo Nabiso. Congo Nabetu. Congo Yetu. Congo Wetu. Congo Nabetu. Congo Yetu. Congo Nabiso, le parti pour un Congo meilleur. Le
parti a ouvert ses portes au niveau du siège au public le 1er juin passé à Kinshasa. Pour le moment, je peux vous dire, à Limete, à Kinshasa, je peux vous dire que nous sommes à des degrés divers, présents un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Et vous savez, ma démarche s'inscrit tout à fait dans la logique un peu des faits que j'ai vécues de mon expérience personnelle en tant qu'étudiant à l'Université de Kinshasa d'abord, assistant à la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa, professeur et ministre. Je sais que tant que nous n'avons pas un environnement propice, institutionnel, politique, ce sera très très difficile, même si nous appliquons les meilleurs programmes économiques pour arriver à avoir le meilleur résultat au niveau de la performance de l'économie, mais aussi, et ça c'est très très important, d'une performance de l'économie qui se traduit par un mieux-être pour le commun des Congolais. Donc voilà un peu, et je pense qu'en allant sur la scène politique, je pourrais être à mesure de contribuer à la mise en place de cet environnement institutionnel, politique et autres dont nous avons besoin pour pouvoir faire en sorte que la bonne performance de l'économie, à la suite évidemment de la mise en œuvre des programmes économiques et des réformes que nous allons lancer, puisse commencer à bénéficier à l'ensemble ou au plus grand nombre dans notre pays. J'ai pour la première fois entendu parler du professeur au service chez moi, parce que j'ai eu un collègue qui a travaillé dans un cabinet ministériel au moment où le professeur était lui-même ministre dans le gouvernement au Congo. Et il avait souvent parlé de lui, donc je suis très content de pouvoir le rencontrer. Mais j'ai retenu un aspect très important de ce qu'il disait. Il parlait de l'intégrité qui a caractérisé tout son mandat, ou la période de la prise de ses fonctions au niveau du ministère des Finances, du budget de l'économie nationale au niveau du pays. C'est la création d'un think tank, une sorte de réservoir où on devrait réfléchir sur les politiques publiques. Ça veut dire les baser sur des recherches académiques. Mais le côté important de ce projet, c'est plutôt la partie institut, où, comme vous l'avez dit, la société malade de ses politiciens et de son élite. C'est une sorte d'institut qui devra former la nouvelle classe politique congolaise. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de jeunes qui ont l'intention de faire de la politique ou de rejoindre des partis politiques, mais qui ne le font pas parce que la politique elle est faite d'une certaine manière. Ils veulent que la politique se fasse autrement. Ça veut dire qu'il y a moyen de faire la politique autrement. Et si l'on a ces jeunes-là, on peut, parce que les bonnes volontés ne suffisent pas, comme on dit. Il faut aussi avoir les atouts qu'il faut. Napoléon disait avoir des compétences, des ambitions pour lesquelles on n'a aucune compétence, c'est un crime. Ça veut dire qu'on pourrait prendre des gens et leur inculquer sur la base de l'intégrité, de l'éthique, une culture politique nouvelle. Je crois qu'il y a moyen de faire des choses et le projet il est grand, on ne peut pas en parler en quelques mots, je m'en laisse. Ma question, ce n'est pas une question, c'est une suggestion. Je pense bien que vous avez la chance, parce que je crois toujours qu'il y a un moyen d'accomplir quelque chose. Mais si un mot que je pourrais vous souffler à l'oreille, c'est involvement. So if you can involve the young people that we are, because we already have projects, we can do something together. And we're not the only guys who can do something for DRC. J'aimerais aussi parler de accessibility. I have a company, ICT company, and I think if we can involve technology, which is still lacking, we can do something. So I'm not encouraging you to run for presidential elections only, but involve people. That's all. Mais eloko na lingina loba awa que biso na Kinshasa ba français to dembi.
tolembi ba français. Tolembi, professeur, s'il vous plaît, ce qui est Kinshasa, na côté peut-être na niveau na bino ba économiste kuna likolo ba français. Mais et pas na biso tolembi ba biloko oyo macroéconomique, microéconomique, toza lisusu na besoin nango te. Ezo me mabiso et pas lisusu te. Congolais lelo azana besoin alia, amila, azo ba soins médicaux, soki toki na ba hôpitaux, bokoye bate combien ya ba Congolais bazo kufwa pour ordonnance yango yo mais un franc ya kosomba mbuma ki sezate. Alors, okoyela ye na pokwa mwana na ya uti ko kufoyele na pokwa na ba discours ya macroéconomique akoyoka yote. Toza na besoin professeur oya, tokoyamba yo. Oya, toza na besoin o memela biso programme ya malamu pona social. Économie bino moko botanga ba économie, oyebi yo moko oyo kosala. Mais pona biso mama ya Kisenso, mama ya Kanluka, mama ya Malweka, azana besoin ya social, alia, amila, atangisa bana, akende, à vivre lokola moto. Toza na besoin ya wana. Alors, moi ba question nanga lingana tous les amis balé ya liboso, ujolo ba makambu ya tentative ya changement ya constitution, modification ou bien glissement de tozoyo kango. Toyebite ekomema biso wapi po machine eza en marche. Soki na 2016 élection ezate. Osala ni. Question ya liboso. Yami balé ezali. Loba awa que vous avez démissionné, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous avez démissionné parce que vous êtes rendu seul. Hein? Ozalaki yomoko na vision oyo ozalaki nango ya komemela mboka. Il fallait bozala mibale misato na idée moko na vision moko mais o monaki que oza yomoko olingi kokota na groupe mosusu te yango o démissionnaki. Siko ozoya okutaka bato yango wana te. Siko kosala ndenge nini? Okoyana ozoyana bato asika ou bien kaka bango wana au côté ya bango ba changer ou bien ndenge nini na éviter. Quels sont ces Merci. Nous avons commencé un dialogue. En ce qui me concerne, c'est depuis plusieurs semaines que j'ai initié le dialogue à partir de Bruxelles. Pour ceux qui ont suivi l'interview que j'avais accordée aux médias locaux. Et ce dialogue se poursuit. Et pour moi, c'est l'occasion d'écouter notre population, d'échanger avec elle pendant que je suis en train de préparer le programme, notamment pour répondre à la fameuse question qui a été posée tout à l'heure, au Kosalanini pour la sociale. C'est une question fondamentale. Mais je voulais quand même dire qu'on ne s'y trompe pas. La stabilité du cadre macroéconomique est très très importante. Elle n'est pas suffisante à elle seule, mais elle est fondamentale parce qu'on ne peut pas avoir des investissements dans le pays qui sont finalement un peu la chaise sur laquelle va s'asseoir l'emploi. Le travail, pour avoir du travail dans un pays, vous avez besoin d'avoir des investissements. Pour pouvoir manger, vous devez avoir un travail. Et pour pouvoir avoir un travail, vous devez avoir une économie dynamique. Et une économie dynamique, c'est aussi, et avant tout, une économie qui est stable du point de vue de la macroéconomie. Et ça ne suffit pas. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que finalement, la plus grande mesure de politique économique que nous puissions prendre dans notre pays, c'est finalement dans les réformes institutionnelles, la création d'un cadre qui rende notre pays responsable ou des investisseurs qui ont de l'argent. Aussi bien les nationaux que les étrangers peuvent venir. Si on prend juste ici, dans la région de Washington, où nous nous trouvons, il y a énormément de Congolais aujourd'hui qui, pour avoir vécu ici pendant longtemps, sont à mesure de mobiliser des ressources, de contracter des emprunts qu'ils peuvent utiliser pour créer des petites entreprises chez nous. Mais pour que vous puissiez prendre le risque d'aller négocier un prêt avec une banque ici, dans la région de Washington, dont vous allez investir le produit à Kinshasa,
vous devez être sûr qu'à Kinshasa, les systèmes judiciaires marchent, que les services d'impôts et autres ne viendront pas vous embêter pour vous demander des paiements qui n'ont absolument rien à voir avec ce que prévoit la loi, pour que vous puissiez être à mesure de réaliser un bénéfice et être à mesure de repayer le prêt que vous allez contracter ici aux États-Unis. Et ça, c'est fondamental. On doit avoir cette stabilité du cadre macroéconomique, mais il faut aller au-delà. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut assainir l'environnement institutionnel et politique. C'est ce qu'il nous faut. Le social ne signifie pas que le gouvernement va distribuer des dons le matin et le soir aux populations. Les social, pour bien le faire, il va falloir que nous puissions devenir un pays responsable où nous avons des opportunités avec, évidemment, les ressources naturelles dont nous disposons, mais la possibilité d'attirer des investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers. C'est là la clé. C'est pour ça que, bon, vous savez, depuis plusieurs mois, énormément de gens me disent « Mais, professeur, vous n'avez pas encore commencé les débats sur l'économie. » Je rentrerai dans le débat sur l'économie. Mais avant d'y arriver, les débats les plus importants est un débat sur l'environnement institutionnel. Pourquoi est-ce que je suis parti en 2003, après 2 années de présence au niveau du gouvernement? C'est parce que l'environnement n'était pas bon et l'environnement doit changer. Et ça, c'est une question de gouvernance politique et c'est important que nous puissions vraiment accorder toute, je pense, l'importance qu'il faut à cette question. S'il y a glissement l'année prochaine, qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi y aurait-il glissement? Nous ne voulons pas de glissement en tant que peuple congolais. Mais pourquoi voulez-vous que le glissement se fasse alors que nous n'en voulons pas? Nous devons être responsables. C'est notre responsabilité première de pouvoir nous exprimer, faire connaître à ceux qui nous gouvernent que nous ne voulons pas de glissement. Et si nous le faisons avec suffisamment de bruit, il n'y aura pas de glissement. En dernière analyse, quand même, il appartient à la population congolaise de pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas glissement dont elle ne veut pas. Donc moi, je ne pars pas de l'hypothèse qu'il y aura glissement. Je suis en train de me préparer pour venir humblement vous demander de vous donner, plutôt de me donner votre confiance pour que, au-delà de 2016, nous puissions commencer le vrai travail d'assainissement. Moi, j'ai entendu beaucoup de mots d'espoir, en tout cas à travers les différentes présentations qui ont été faites tout à l'heure, surtout par cette jeunesse qui représente l'avenir de notre pays. Donc je ne pars pas de cette hypothèse qu'il y aura glissement. Quelqu'un m'a posé la question de savoir mais qu'est-ce qui se passerait si on tombait dans la situation, par exemple, du Burundi. Mais pendant que nous avons le Burundi à côté, il y a eu le Nigeria aussi, où les élections se sont passées. Il y a eu transfert pacifique du pouvoir. Mais pourquoi ne parlez-vous pas du Nigeria comme exemple? Pourquoi ne devons-nous regarder que le Burundi où les choses se sont mal passées? Nous devons avoir l'ambition de voir grand pour notre pays et de regarder là où les choses se passent de façon positive et considérer ce cas-là comme notre modèle. Ne pas nous référer que à ces autres cas malheureux où les choses ne tournent pas. Nous avons une responsabilité importante en tant que peuple congolais dans le travail qu'il faut faire entre maintenant et l'année prochaine pour qu'il n'y ait pas glissement. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne pars pas de l'hypothèse qu'il y aura glissement. Je pars de l'hypothèse que nous allons avoir l'élection présidentielle l'année prochaine, le 27 novembre 2016, et ce sera l'occasion pour moi, je l'espère, après que je vous ai expliqué toutes ces bonnes choses que je souhaite faire pour notre pays, de pouvoir avoir votre consentement pour que nous passions aux commandes et puissions être à mesure de commencer à refaire notre pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis entre là, aujourd'hui plutôt, et cette date du 27 novembre l'année prochaine. Mais je dis simplement que les défis
sont faits pour qu'on puisse s'y attaquer et qu'on leur trouve des solutions. Et parmi, évidemment, les défis, il y a ce problème que vous avez soulevé tout à l'heure. Vous avez posé la question de savoir, vous êtes en train de cibler quelle population congolaise, quels sont les chiffres. La question est d'autant plus fondamentale que, en tout cas, même ce matin, avant de venir ici, dans le petit groupe avec lequel je suis en train de travailler, c'est sur ça qu'on était en train de réfléchir. Malheureusement, pour notre échange de cet après-midi, je ne veux pas aller dans les détails de cette discussion pour simplement des raisons stratégiques. Mais il reste certain que ce que vous êtes en train de dire est un point fondamental. Il va falloir que nous sachions quels sont les électeurs, où ils se trouvent, comment est-ce qu'on arrive à faire passer notre message, nous assurer que notre message est reçu par ces électeurs pour que, bon, ils puissent nous avoir présents dans leurs esprits les jours où ils vont exprimer leur vote. Je crois que ça, c'est fondamental. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette question. J'espère qu'avec ça, j'aurai fait un tout petit peu les tours des dernières questions qui ont été posées. Je remercie les deux autres amis pour les suggestions qui ont été faites, en tout cas que je prends, en ce qui concerne la formation de l'élite en matière éthique. Bien que moi, personnellement, je pense aussi que, vous savez, la culture du résultat, je pense que c'est important qu'on arrive au pouvoir en l'ayant comme une seconde nature. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel homme politique dans n'importe quel pays, et en particulier chez nous, il vous dira « je veux que le social marche. Je veux que le bien-être du citoyen congolais puisse s'améliorer. » On peut traduire cela par un certain nombre d'objectifs quantifiables. Mais il faut aussi savoir qu'une fois que vous avez fixé ces objectifs, vous devez aligner les moyens à votre disposition de façon telle que vous puissiez être à mesure de les atteindre. Il ne suffit pas simplement de dire, comme on le voit. Et pour ça, je crois qu'il faut quand même mentalement qu'on soit soi-même préparé à cet exercice. Il ne faut pas qu'on vienne vous dire, quand vous vous réveillez le matin, Monsieur le Président, voilà ce que vous devez faire. C'est bon, on a toujours besoin de conseillers. Mais il faudrait que vous-même aussi, vous ayez cette culture comme faisant partie intégrante, je pense, de votre être pour que vous puissiez être à mesure de bien faire. Et modestement, je pense que j'ai été formé pendant toutes ces années comme étudiant, mais également sur le plan professionnel dans ce type de moule, qui fait que je pense objectif, j'agis objectif et j'aligne mes moyens en conséquence. Et ça, c'est très, très important. Merci. Bonjour, Madame Élisée. Bonjour. OK. On vous a vu ici participer à cette rencontre entre les jeunes qui sont venus de Kinshasa, le professeur Matungulu, mais vous aussi qui vivez ici dans la région métropolitaine de Washington. Au sortir de cet entretien avec le professeur, quelle est votre réaction? Juste en 2 mots. En tout cas, je suis très contente pour la rencontre qu'on a eue avec le professeur Matungulu, du fait que c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a eu déjà travaillé avec nous. Donc, ce n'est pas un inconnu pour nous. Donc, c'est ça mon plaisir. Et puis, je suis contente du fait que ces idées sont un peu originales. Oui. Pensez-vous que le message est passé? Tout à fait. Tout à fait. Oui. Bon, mais merci pour votre temps. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et madame, vous étiez ici avec le professeur Matungulu, posé question mongo ya kafu kafuawa. Alors, yebisa biso erobimi oyogi pe réponse na ye réaction na yo zani. Bon, liboso na sepeli na ko participer na rencontre oyo. Na posé question na mitie na place ya ba congolais, ba oyo vraiment bazo vivre réalité à Congo. À répondre na yoki oya lobi naza satisfait. Chers amis, nous sommes encore ici avec le professeur Matungulu qui a eu une rencontre très importante avec les jeunes qui sont venus de la République démocratique du Congo, mais aussi quelques-uns qui vivent ici dans la région métropolitaine de Washington. Alors, professeur, bonjour. Bonjour. Au sortir de cet entretien très nourri
avec cette jeunesse qui représente l'espoir du Congo de demain, du Congo-Nabisso. Quelles sont vos réactions à chaud? C'est une réaction de grande satisfaction. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec notre jeunesse congolaise, en particulier celle qui vit chez nous et, comme vous le savez, a été invitée ici par le président Obama, qui fonde beaucoup d'espoir dans cette jeunesse africaine pour la relève et le travail de remise de l'Afrique sur la voie de la sérénité et du progrès. Pour moi, c'était important de dire à notre jeunesse invitée ici aux États-Unis dans le cadre de ce programme que le message de bonne gouvernance politique et de bonne gouvernance économique qui leur est donné par le gouvernement américain a aussi une existence locale congolaise. Et donc, j'étais très satisfait d'avoir pu avoir cette occasion de le dire tout haut et fort à notre jeunesse. Alors, comment vous avez senti cet échange entre vous et cette jeunesse qui est venue du Congo? Ça a été un échange très fructueux, hein. Comme vous l'avez remarqué, la plupart de ces jeunes sont actifs dans divers domaines de la vie nationale. Ils nous ont présenté leur analyse de la situation dans notre pays. Mais surtout, je crois que ce qui est beaucoup plus important également, des pistes de solutions qu'ils envisagent pour pouvoir sortir des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai dit que j'étais très agréablement surpris par les discours que j'ai entendus cet après-midi de la part de nos jeunes. J'étais venu leur donner un message d'espoir. Je repars avec un message de grand espoir pour moi-même. Une réaction d'engagement renforcée par rapport à mon projet 2016 pour la République démocratique du Congo. J'ai dit que notre pays, évidemment, comme on le sait, est doté d'énormes ressources naturelles. Mais je pense que ce qui lui manque, c'est le cadre institutionnel de progrès. Ce qui lui manque aussi, c'est dans une très large mesure l'intégrité au niveau de la gestion de la chose publique. Et après avoir suivi ces jeunes, en particulier ceux qui viennent du pays, je me sens davantage comme renforcé dans ma détermination d'aller de l'avant avec le projet 2016 que je suis en train de gérer en ce qui me concerne, qui m'amènera en novembre de l'année prochaine à aller demander le suffrage du peuple congolais pour que je puisse être à mesure d'apporter ma contribution au niveau le plus élevé à cet effort de redressement de notre pays qui est vraiment essentiel et voulu et souhaité par tout le monde aujourd'hui. Nous sommes encore ici avec ceux qui ont fait que cette rencontre entre le professeur Matungulu et les jeunes qui sont venus de la République démocratique du Congo soit possible. Je suis ici avec les organisateurs de cette rencontre. Alors, chers amis, au sortir de cette audience, quelle est votre satisfaction? Nous sommes très satisfaits d'abord de la participation. Et en un bref délai, on a pu avoir un bon nombre de personnes qui ont répondu à cet appel. Et nous avons aussi été très impressionnés par nos jeunes de Yali qui sont venus nous voir. Et ce qui nous marque le plus, c'est de voir que malgré les conditions dont on parle au Congo, malgré les conditions telles qu'elles sont, les conditions négatives que nous connaissons, ces jeunes sont en mesure de faire des choses que beaucoup n'ont pas pu faire. J'étais très impressionné par exemple par un cas du jeune homme qui a mis sur pied une sorte de coopérative agricole ils sont partis de gagner à $100 le mois jusqu'à $700 le mois. Et donc ce sont des choses qui sont très encourageantes pour le pays. Et comme eux-mêmes l'ont dit, le plus important, c'est se prendre en charge. Et vraiment, nous sommes très satisfaits. Nous espérons garder contact et continuer à faire ce genre d'organisation pour avoir un échange d'idées. Voilà. Alors, avec vous, je veux savoir juste en 2 mots, qui êtes-vous et de quoi est composé votre groupe? Voilà, alors pour répondre à cette question,
c'est qu'on a tenu absolument à ce que le groupe ne soit pas l'élément même de cette rencontre. Si vous avez vu, on n'a pas parlé du groupe. C'est parce qu'on considère que le leadership, c'est les gens qui se mettent ensemble pour pouvoir adresser une situation ou un problème au moment et en temps voulu. Ici, c'est un groupe d'individus, d'amis. Nous sommes tous impliqués au Congo, d'une manière ou d'une autre, mais comme nous sommes résidents aux États-Unis, on se dit que ceci nous donne l'opportunité de réfléchir et puis d'encourager toutes les actions positives qui se font. Donc, d'une manière impersonnelle, on ne fait pas ça sur nous pour pouvoir récolter une gloire quelconque. Nos invités étaient nos héros du jour. C'était le professeur Matungulu qui est venu nous donner une leçon de leadership sur base de ce qu'il a pu faire quand il était au Congo et même son avancée professionnelle. Et aussi le groupe de Yali qui a été ici sous l'invitation du président Obama. Et nous sommes des individus. Nous sommes au service de la communauté, nous sommes au service de toute la communauté congolaise et même du pays, mais nous sommes des acteurs qui voulons pousser pour des initiatives positives. Alors, allez-vous vous limiter au professeur Matungulu comme interlocuteur ou vous allez étendre aussi votre échange à d'autres personnalités? Merci. Dans la mission qui est la nôtre de pouvoir garder, accompagner l'espoir que nous avons au pays, nous devrons recenser et pourquoi pas demain organiser une rencontre avec les personnes qui ont ce même rêve de voir le Congo aujourd'hui reprendre sa place en Afrique centrale et une place de leadership. Donc les expériences que nous avons localement ou les personnes de longue expérience qui ont avec de grandes responsabilités sur le plan de management, que ce soit dans le secteur social ou en sciences, toutes personnes pouvant apporter un plus est la bienvenue. Nous pouvons organiser une rencontre où l'on partage et que les invités, notamment nos concitoyens qui peuvent se retrouver ici à n'importe quelle occasion. Il y a les journées des dames, le 8 mars, il y a des journées de jeunesse. Toutes ces journées-là, oui, on peut mettre à profit et les mettre en contact avec certaines personnalités afin de pouvoir tirer quelque chose et aller recopier, si pas faire la même chose chez nous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre que nous avons couverte dès le début jusqu'à maintenant, qui a eu cet échange entre le professeur Matungulu et aussi cette jeunesse congolaise qui a été invitée ici par le président Barack Obama pour cet entretien qui était très nourri et nous pensons que vous et nous avons tiré quelque chose de cette rencontre et surtout l'essence de leadership que nous devons inculquer à cette jeunesse qui représente l'espoir de demain. Alors, de notre côté, nous disons merci de nous avoir suivis et surtout, si vous voyez ces images chez vous, dites merci à notre réalisateur qui est donc Monsieur Sims Lomami, à qui nous accordons toute cette importance puisque c'est lui qui a fait que cette émission soit possible aujourd'hui. Merci à toi Sims et merci à vous tous, chers téléspectateurs qui nous avons suivis depuis le début. C'était donc Gary Wele pour le compte de Bakolo State.